Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 27 avril 2022. Et oui, cette émission a pour but de vous donner, chers papas et chères mamans, de vous donner, de vous redonner l'assurance et la fierté d'entrer dans votre rôle de parent. On est dans cette série qui s'intitule La relation mère-fils. Et oui, on a vu la semaine dernière que la relation mère-fils peut être toxique, spécialement si votre enfant vous fait sentir en tant que maman que vos intrusions, votre contrôle ou votre côté possessif l'empêche de respirer. Il se sent étouffé. On a vu ça la semaine dernière. Cette semaine, on va parler de la maman qui est démasculinisante. Bon, il y a plusieurs types de mamans démasculinisantes, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les généralités, les grandes lignes. On ne pourra pas rentrer dans tous les tenants et aboutissants d'une maman démasculinisante, mais ce qui est important, c'est de pouvoir identifier, donc, est-ce que ma maman, elle est démasculinisante? Est-ce qu'elle l'a été lorsque j'étais enfant? Ou si je suis une maman, est-ce que j'ai tendance à être démasculinisante? Et on va voir comment on peut rééquilibrer la relation ou se donner des moyens pour rééquilibrer la relation. Parce qu'on a tous des écarts en tant que parents, qu'on soit papa ou maman. Moi, j'ai été très autoritaire. Je parlais fort, c'était moi qui décidais tout, etc. Et aujourd'hui, avec le recul, je vois que je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Maintenant, ceci étant dit, par contre, je peux dire que dans la presque totalité des fois, dans une grande majorité de fois, j'étais motivé à faire le bien. Je pensais faire le bien. Mon intention, c'était d'amener, par exemple, d'inculquer des valeurs et d'amener mes enfants à entrer dans ma vision du monde parce que je voulais un meilleur avenir pour eux. Mais dans le processus, ça n'a pas toujours été agréable et ça n'a pas toujours été perçu par mes enfants comme si je voulais leur bien. Donc, aujourd'hui, avec le recul, c'est sûr qu'il y a des choses que je changerais. Maintenant, si j'avais connu ce matériel-là que je vous propose, si j'avais fait cette recherche-là lorsque j'étais jeune parent, bien, peut-être qu'il y a certaines erreurs que j'aurais pu éviter à ce moment-là. Alors, je vous partage à la fois mon expérience et aussi, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois, on peut se culpabiliser. Ah, je suis trop ci, je suis pas assez ça. Et c'est pas dans le but de s'auto-flageller ou dans le but de rester avec le constat que, on a passé à côté. Le but, c'est de s'équiper pour avancer, pour avoir un avenir meilleur. On ne peut pas changer le passé. Mais à partir du présent, on peut se positionner pour avoir un meilleur avenir, par contre. Alors, c'est ça le but de cette émission. Donc, si vous êtes ou si vous avez été une maman démasculinisante, souvent on a l'expression, on peut voir, si vous faites de la recherche, si vous approfondissez un peu certains principes qui vont être communiqués dans cette émission, vous allez voir que l'expression castratrice, donc une maman qui va chercher à castrer son garçon. Donc, c'est une expression qui est, comment dirais-je, je trouve que l'expression démasculinisante, ça dit ce que ça dit et c'est un peu plus poli, si on veut. Hein? Donc, c'est pour ça que j'utilise cette expression-là. Ça passe mieux et ça dit ce que ça dit. Voilà. Donc, comment on peut savoir si on est une maman démasculinisante? Donc, ça le dit, il y a le mot masculin dans démasculinisante. Ça veut dire qu'on freine le développement de la masculinité de notre garçon. Donc, notre garçon ne peut pas développer autant qu'il le souhaiterait lui-même sa masculinité ou ne développe pas son plein potentiel masculin. Et des fois, les mamans peuvent contribuer à freiner l'émancipation ou freiner la masculinité d'un garçon. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Ici, à cette émission, on parle de généralité. Qu'est-ce que la recherche a pu observer dans la majorité des cas ou dans un grand nombre de cas et non pas dans la totalité des cas. Donc, je vous invite à prendre des notes, à examiner toutes choses, faire vos recherches, examiner ce qui est bon et prendre ce qui vous appartient pour avancer, pour cheminer. Voilà. Ceci étant dit, une maman démasculinisante, règle générale, veut le pouvoir pour elle seule. Elle veut tout maîtriser, tout contrôler, cherche à dominer, va être autoritaire, aime signaler
quel est le maître à bord. Elle rappelle à ses enfants que c'est elle qui dirige, qui décide. C'est ma cuisine, c'est mon salon, c'est ma maison, c'est chez moi. Alors, chez bien des mamans qui sont démasculinisantes, eh bien, elles vont être, règle générale, fermées au dialogue et réfractaires à tout changement. Donc, ça peut venir difficile de négocier, de pourparler, d'amener un autre angle à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, quand les enfants sont plus petits, ils vont capituler. Et quand ils sont plus grands, ils vont soit argumenter, débattre, mais débattre pas nécessairement de manière respectueuse ou vont chercher à tout prix à quitter la maison, à être ailleurs. Alors, ça se peut même que chez certaines mères démasculinisantes, certaines d'entre elles peuvent aller jusqu'à menacer l'enfant s'il n'obéit pas, hein, par des si, par des menaces ou même par du chantage affectif. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est parent et qu'on aime nos enfants, on cherche toujours ou presque toujours à leur donner ce qu'il y a de mieux. Alors souvent, on réagit d'une manière qui est négative, mais on est motivé par le bien. Et c'est ça qui est paradoxal dans toute la situation, parce qu'il y a énormément de mamans démasculinisantes qui ont été motivées à leurs yeux à donner le meilleur pour leurs garçons. Ils se sont donnés, ont donné leur temps, ont mis énormément d'énergie pour dire « je veux contribuer au sain développement de mon garçon, je veux pas qu'il devienne un mauvais garçon, je veux pas qu'il décroche à l'école, je vais tout faire pour qu'il puisse réussir. » Et parfois, c'est excessif et d'autres fois, c'est pas nécessairement fait de la bonne façon. Donc, c'est pour ça qu'on a de la recherche, des études et c'est pour ça que c'est important de consulter la recherche et de voir comment on peut améliorer les choses, comment on peut avoir un meilleur avenir, avoir un meilleur regard sur l'avenir. Alors, moi, j'ai manqué à plein d'égards. Et pourquoi je continue à faire de la recherche sur ces sujets-là? Eh bien, pour personnellement grandir. Je veux améliorer, je veux être un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur grand-papa, un meilleur ami. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences à être une maman démasculinisante? Et ici, ce n'est pas dans le but de culpabiliser personne, c'est juste qu'on puisse ouvrir nos yeux parce qu'on va se donner des moyens pour rééquilibrer la relation et aller tirer. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont démasculinisantes, qui ont énormément d'énergie, qui ont énormément de potentiel, énormément de créativité et ils ont un désir d'avoir une famille fonctionnelle, une famille qui adhère à de belles valeurs. Et par contre, parfois, leur zèle, leur intensité va produire des effets qui sont contre-productifs. Et souvent, c'est ça qui est le drame, parce qu'il y a des mamans qui vont me dire, ben, j'ai tout fait, j'ai donné, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et parfois, je leur dis, ben, il est là le problème. Dans ton cas, c'est d'en faire moins. Ben non, je ne peux pas. Alors, il y a des conséquences à être démasculinisante. Alors, si vous voulez continuer à vouloir tout contrôler, eh bien, quand votre garçon va devenir adulte, eh bien, à ce moment-là, il va soit vous fuir ou soit il n'arrivera pas à développer l'assurance qu'il devrait avoir. Donc, ce qui arrive aussi, c'est que votre garçon risque de moins en moins aller vous visiter. Pourquoi? Parce qu'il va sentir que lorsqu'il va avoir quitté votre présence, il va avoir une baisse d'énergie, de la fatigue. Il va devenir anxieux ou il va ruminer des pensées négatives. Il va avoir un nuage noir au-dessus de sa tête. Il va être d'humeur taciturne, etc. Donc, à ce moment-là, il va faire le lien. « Oh, à chaque fois que je sors d'une rencontre avec ma mère, je ne me sens pas bien. » Donc, il va garder ses distances. Et là, ce que vous recherchiez avoir une belle relation, eh bien, ça va être une relation qui va être de plus en plus distante et ce n'est pas ça que vous voulez. Donc, les adolescents et les jeunes hommes ne voudront pas se confier en une mère qui a été démasculinisante. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, bon, si je raconte là, ce que j'ai fait, par exemple, parce que il y a beaucoup de jeunes, disons, de garçons, d'adolescents, de jeunes adultes qui veulent développer leur masculinité et ils vont la développer
au travers des actes de, je dirais entre guillemets, de bravoure, hein? Au travers des bravades, au travers des missions impossibles ou des missions dangereuses où ils vont essayer de pousser leurs limites. Alors, lorsqu'ils racontent ce genre d'exploit-là à leur maman devient inquiète, commence à leur faire des remontrances. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ils ne veulent pas en parler. Ils vont en parler à des amis ou à leur papa à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à papa? Parle-en pas à maman. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être envahi par l'anxiété qu'elle va me projeter. Moi, je veux développer ma masculinité, mais je ne veux pas vivre cette anxiété-là qu'elle va me projeter. À ce moment-là, qu'est-ce que ça produit? Bien, c'est vous, maman, qui êtes perdante. C'est vous qui êtes perdante parce que vous recherchez, pour beaucoup d'entre vous, cette relation, cette intimité-là, et vous êtes en train de la perdre. Donc, et c'est pour ça que la plus grande souffrance des mamans qui sont démasculinisantes, c'est de laisser aller leur adolescent, leurs jeunes adultes et dire « Wow, ils continuent à se développer, mais sans moi, sans mon aide, sans mon intervention, sans que je puisse le protéger. » Et c'est pour ça que c'est important à partir, et c'est pour ça que c'est important, cher papa, d'amener des réflexions pour qu'à partir de l'âge de 14 ans, j'allais dire 40 ans, non, pas 40 ans, 14 ans, eh bien, c'est important que vous puissiez responsabiliser votre enfant. Donc, le responsabiliser. Par exemple, s'il y a des factures qu'il a à payer, que ce soit pour l'appareil téléphonique, etc., dire, OK, c'est toi qui le payes maintenant, ça va être à ton nom, les paiements doivent être faits, c'est ta responsabilité à ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas payé? Bien là, parce que ça n'a pas été payé, on doit te le retirer. Donc, d'apprendre à responsabiliser ses engagements. De jamais aller le reconduire, par exemple, au travail s'il n'a pas mis son cadran volontairement. « Ah non, c'est pas grave, je suis en retard. Peux-tu aller me reconduire? » Non, c'est ta responsabilité. Tu es un adulte. Quand je ne serai pas là, quand tu auras ton appartement, bien, tu ne m'appelleras pas pour me dire d'aller te reconduire. Donc, ça commence maintenant. C'est important de les préparer, de ne pas les amener avec cette surprise-là, mais de les préparer, de dire, on veut que tu te responsabilises. Et ça, c'est important et ça aide ce dialogue entre papa et maman, à dire, bon, quels sont les bons choix? Maintenant, ce qu'il faut comprendre au travers de tout ça, parce que c'est sûr que ça génère des peurs, puis il y a des conséquences à ce qu'on responsabilise progressivement notre adolescent. Mais ce qu'il faut comprendre, chers parents du 21e siècle, c'est que les hommes ne sont pas motivés par le pouvoir. Hein? Ça, c'est Guy Corneau qui nous enseigne ça et je trouve ça très pertinent. Guy Corneau nous dit que, contrairement à ce que l'on croit, les hommes ne sont pas motivés par le pouvoir, mais par la peur. La peur des coups, la peur de la défaite, la peur d'avoir à se mesurer un plus fort que nous. Alors, voyez-vous, donc, la peur de ne plus avoir son téléphone parce qu'il n'a pas été payé, c'est très motivant. Maintenant, c'est un couteau à deux tranchants. On n'est pas là pour faire peur aux jeunes. On est là tout simplement à dire, voici les choix. Quand tu payes ton téléphone, tu as accès à ton téléphone. Quand tu ne le payes plus, tu n'as plus accès à ton téléphone. Donc, ce qui te permet de l'avoir, ton appareil téléphonique, c'est parce que tu payes ta mensualité. Donc, le but n'est pas de lui faire peur, mais lui, sa motivation, c'est de dire, moi, je veux l'avoir, donc je dois contribuer à ce que ça fonctionne. Voyez-vous? Donc, parce que les jeunes ont peur des conséquences des défaites et de l'humiliation, spécialement les jeunes hommes ou les adolescents qui sont en train de mûrir. Donc, ce qui est important, c'est que plus un fils s'obstine avec sa mère, plus il revendique son espace, plus il est en train de dire « donne-moi de l'espace ». Donc, c'est important qu'un papa puisse s'impliquer, s'il est présent, s'il existe, évidemment, dans le détachement du fils d'avec sa maman. Maintenant, ça peut être le papa. S'il n'y a pas de papa qui est présent, ça peut être un membre de la famille, ça peut être le grand-papa, ça peut être un oncle, un homme de confiance, un homme qui est rassurant, qui est digne de confiance, évidemment, qui peut jouer un rôle. Ça peut être un moniteur, hein?
Si, par exemple, vous faites partie d'une communauté, d'une église, ça peut être un moniteur, un leader jeunesse, ça peut être un moniteur scout, etc. Et évidemment, en qui vous avez confiance, là. Maintenant, le papa peut enseigner à son fils à écouter sa conscience et non ses peurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Quand on enseigne à notre fils d'écouter notre conscience avant nos peurs, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'on prend davantage notre place sans avoir peur de perdre l'amour des autres ou le respect des autres. Parce que plus on écoute notre conscience et on agit en fonction de notre conscience, plus on développe de l'assurance. Maintenant, si le papa n'a pas appris à développer ça, ça devient difficile de devenir un exemple pour son fils. Hein? Ça, c'est bien important. Donc, apprendre à s'affirmer dans le calme et le respect. Et c'est pour ça que le papa doit apprendre à le pratiquer pour l'inculquer. Donc, voyez-vous, les deux, ça travaille dans les deux sens. Ça travaille le développement du papa et ça travaille le développement du fils. Et même, je dirais, dans un troisième sens, ça apprend à la maman qui aurait tendance à être démasculinisante de prendre sa place, de canaliser son énergie pour contribuer selon sa juste part dans la dynamique de la famille. Et aussi, le papa peut jouer un rôle déterminant en demandant à son épouse ou à la maman du jeune d'identifier ce que l'enfant perd et comment il peut s'en sortir gagnant ou qui peut être davantage gagnant. Si, par exemple, votre enfant, votre jeune, votre adolescent dit « Ah, moi, je vais aller faire de la bicyclette sur tel terrain. » Et là, la maman dit « Non, 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 c'est trop dangereux. » OK, en tant que papa, on peut laisser ça comme ça. « Hey, papa, qu'est-ce que tu en penses? » Je dis « Regarde, écoute, j'aimerais ça que tu respectes ta maman. C'est vrai que ça peut être dangereux. » Vous en reparlez le soir après, dire « Hey, écoute, chérie, OK, là, il vient de perdre. Il vient de perdre un amusement. Il vient de perdre un défi. Il vient de perdre d'apprendre à relever des défis. Qu'est-ce qu'il perd? Ben, il perd l'occasion de se blesser, de se faire mal. OK. Qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Maintenant, est-ce que tu peux trouver une situation où est-ce qu'il va vivre autant d'excitation que d'aller là, mais il ne perdra pas autant? Alors, c'est comme ça de dire « Oui, mais je n'ai pas de réponse. » Ah ben, il faut en trouver une. Parce que là, on ne peut pas juste le laisser comme ça puis dire non pour dire non. Oui, c'est vrai que ça peut être dangereux. Mais maintenant, comment il peut vivre l'expérience sans, par exemple, se casser un bras, ou sans se casser une jambe, ou sans faire des commotions cérébrales à répétition, parce que c'est de ça que la maman peut avoir peur. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres terrains qui sont moins dangereux? Est-ce que vous pouvez l'accompagner, l'observer, voir, lui donner un feedback, laisser le papa aller avec le garçon, dire il y a toutes sortes d'avenues, mais l'idée, c'est d'amener, le papa peut contribuer en disant OK, maintenant il sort perdant. Comment on peut l'amener à sortir à la fois perdant des mauvaises conséquences, mais gagnant des bonnes conséquences? L'excitation, la joie, le développement de sa masculinité. Alors, ça peut contribuer à vraiment rééquilibrer les forces et rééquilibrer les relations. Alors, la semaine prochaine, de quoi allons-nous parler? Eh bien, des mamans qui sont surprotectrices. Souvent, ça va ensemble. Hein? On peut être une maman démasculinisante. Pourquoi? Parce qu'on veut être surprotectrice. Des fois, il n'y a pas nécessairement de lien, mais parfois, il y a des liens. Alors, on essaie de voir ensemble comment non seulement identifier les zones toxiques, mais comment se donner des moyens pour rééquilibrer la relation et trouver le meilleur ensemble pour vivre une vie de famille qui est beaucoup plus harmonieuse. Alors sur ce, chers parents du 21e siècle, eh bien, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.